je commence souvent ma conférence par une présentation de l'équipe et des bureaux, en partie parce que je pense que toute cette question performative de l'architecture, c'est une question qui est abordée dans l'idée d'interagir avec ce qu'on fait, et ça commence au sein du bureau même. Donc j'aime beaucoup présenter les collaborateurs avec qui je travaille et les espaces dans lesquels on travaille. Vous pouvez voir que mon équipe est relativement internationale. Bien sûr, Cécile Ballman ne fait pas partie de mon équipe interne. Il est engagé dans différents projets. Même chose pour Michael Speaks, avec qui on parle ici sur Skype, en fait dans la confection de ce livre aussi. On a une situation habituelle d'un bureau international, c'est que on travaille beaucoup, donc forcément à un moment il faut dormir. Voilà, c'est notre bureau à Bruxelles, le nouveau bureau, nouveau, ça fait maintenant 3 ans, et avec un Français heureux d'aller délivrer un projet sur Paris, justement. Donc l'équipe a l'air de ceci, et les endroits où on travaille sont les suivants. Ce qui, évidemment, ça nous intéresse énormément de travailler dans des diversités à la fois géographiques et culturelles, mais je pense que de plus en plus, c'est une condition qu'on vit chacun, donc ça devient de moins en moins une espèce de particularité pour un bureau comme le nôtre. Donc je vais me présenter un succès français que j'ai engrangé, disons, il y a 2 semaines. Mon premier réel succès français, je dirais, un permis de construire, après 2 ans et demi d'attente pour une petite villa de 100 mètres carrés dans le Jura. Il faut quand même féliciter le client qui a attendu aussi longtemps pour avoir son permis de construire. À part ça, on travaille beaucoup sur la France. En fait, de plus en plus, on travaille sur la France, et j'espère que ça va nous apporter et vous apporter beaucoup de beaux bâtiments ou de belles idées. Pour le moment, on fait un projet très très difficile sur Paris, qui est le projet McDonald's, entrepôt McDonald's pour ceux qui connaissent un peu, avec Paris Nord-Est, ICAD et 3F comme opérateur. C'est un projet difficile, mais je pense qu'on va à terme arriver à une espèce de compromis, comme on dit, un compromis à la belge dans mon pays, où on est tous d'accord sur une idée qui a encore une valeur architecturale, disons. Si je vais en retrait un peu et je parle de projets de beaucoup plus petite échelle. Tiens, c'est marrant, je vais inverser l'ordre des choses. Je pourrais parler d'éléments, par exemple, de ces projets que j'ai réalisés à Copenhague. Je ne vais pas présenter en détail parce que je pense que la plupart des gens les connaissent. Le bâtiment VM. Je vais juste insister sur des aspects de ces projets qui sont pour moi très porteurs d'un point de vue de la performance en architecture. Donc l'idée des balcons en triangle. Alors, les balcons en triangle, ils ont l'air très agressifs, mais ils sont très utiles. Donc une des choses qui nous permet de faire avec ces balcons, c'est d'avoir par exemple une table de 6 personnes pour dîner. Donc le projet, le balcon en soi est accroché à la façade, c'est extrêmement facile. Le client les a presque directement dénommés les balcons Leonardo DiCaprio pour la référence à Titanic. La réalité est un peu différente, c'est-à-dire que quand on prend le bâtiment comme il est utilisé aujourd'hui, on peut voir que par exemple il y a énormément de barbecue dans la manière d'utiliser le balcon. Donc c'est un peu la version barbecue Caprio Q. Donc c'est pas du tout aussi intéressant que ça a l'air, mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il y a une action qui se passe dans ces balcons et qui permet en fait aux gens d'avoir une relation sociale d'un étage à un autre. Et ça se passe réellement. Donc ça, c'est des vues parfois extrêmes du bâtiment. Le bâtiment en arrière, c'est le bâtiment M, qui lui n'a pas de balcon, mais a des excavations. Et donc du coup, la manière de traiter l'espace donné extérieur est tout à fait différente.
Il y a beaucoup moins de barbecue. Et puis si on passe au bâtiment juste derrière, c'est le bâtiment évidemment La Montagne qui a été réalisé 2 années après. Et lui a un aspect intéressant, c'est que c'est un bâtiment qui a 2 programmes qui se combinent. Il y en a réellement 3, mais les programmes plus importants sont donc un programme de parking public et puis un programme de logement. Et donc l'idée est ici de réaliser cette espèce d'entre-deux qui devient un entre-deux social, l'espace de la circulation entre le logement et le parking, cet espace-ci, dans lequel il y a quand même une interaction immédiate et programmatique, où on voit par exemple un balcon qui s'ouvre à la fois sur l'extérieur, disons à 50% sur l'extérieur, et puis à 50% sur le parking, qui permet d'interagir entre les programmes, justement. Donc c'est entre deux, qui est ici, on dirait, présenté comme le mont, le pic du mont Everest. Donc l'idée, c'est d'avoir cette espèce de façade du mont Everest qui renferme le bâtiment, permet d'avoir cette espèce d'interaction sociale qui est ici présentée comme un festival de musique électronique à Copenhague, qui a eu lieu en cours de réalisation du bâtiment, sous la pluie. Ce qui amène à des installations, ça dont je voulais parler au départ, de petite échelle ou plus petite échelle, mais des projets qui nous tiennent vraiment à cœur, qui sont des projets d'intervention dans les bâtiments ou dans les conditions d'espace public qui pourraient justement bénéficier de cette idée d'interaction sociale ou d'espace social. Donc ici, c'est la rotonde du Guggenheim à New York. Et l'idée a été, on nous a demandé donc d'intervenir, c'était une exposition qui s'appelait Contempler le vide. Enfin, c'est relativement passif, à mon avis, de contempler le vide. Donc notre idée a été de transformer ça dans le concept d'expérimenter le vide. Donc on a proposé un espèce de filet qui descend dans le vide de la rotonde et qui permettent de vraiment d'être dans ce vide. Donc plutôt que de le voir ou de le voir d'en bas ou depuis les étages, de le prendre comme une expérience spatiale. Évidemment, ça peut être combiné à différentes expositions qui se passent dans les espaces de la rotonde en soi. Donc c'est un projet qu'on a présenté et qui n'est pas encore réalisé, qui va peut-être jamais être réalisé d'ailleurs, mais on verra. Un autre projet qui a été présenté récemment à Londres durant le festival de 100% Design, c'était un projet de banc public. Et là, ce banc public, on nous a demandé de faire un banc public. L'idée était de revenir à l'idée de l'escalier public, de l'escalier qui peut servir d'espace de réunion de groupe ou une réunion de couple, comme ici. Et un escalier qui soit une espèce de moment d'interaction sociale de nouveau. Et donc on a fait en espèce de micro-auditoire qui a été ici présenté à Londres, donc, et ici placé à Copenhague, sur un stade, enfin un basketball court. Et tout ceci vient un peu d'une manière d'être, une manière de voir l'appréhension urbaine ou la relation urbaine qui vient de gens comme ce gars-là, Ron Mullen, qui est un skateur donc, que j'admire énormément, moi en tant que skateur, mais aussi en tant qu'architecte. Cette idée de réellement abuser de l'espace public, donc de pas le traiter comme peut-être plus à la française, comme un espace extrêmement historiquement préservé, mais un espace qui nous permet d'interagir, qui nous permet de jouer, de détruire parfois, et puis par après de reconstruire. Et donc ça, c'est
le type de référent qu'on a donc à l'agence et qui nous amène à faire différents projets. Par exemple, des projets qui sont plus d'ordre paysager, comme celui-ci, où un programme architectural nous a été demandé, comme cette école de voile, qui est aussi un club de jeunes, et où on a décidé de transformer toute la programmatique du projet, donc toutes les idées qui étaient demandées d'un point de vue programmatique, en un espace qui est plutôt d'ordre d'espace public, qui est très apprécié par exemple, les enfants qui l'utilisent quotidiennement. Donc ils viennent faire différentes activités, soit liées à la voile, soit liées simplement à leur âge. Et donc qui utilisent cet espace de manière inattendue. Ici, c'était un jour où deux équipes de jeunes s'étaient décidées de camper sur les deux collines du bâtiment, parce qu'il y a deux espaces plus hauts, et ils se sont disputés leurs collines. Donc c'était un espèce de jeu typiquement d'enfants, mais qui a généré beaucoup de présence donc spatiale. Un autre projet, c'est ce projet de bain public à Copenhague, que je montre, enfin, qui est un vieux projet donc, de 2004, mais que je montre uniquement parce qu'on est en train de faire une extension de cette même idée, donc cet espace public repris sur le port de Copenhague. On est en train de la démultiplier de l'autre côté de la baie, donc du côté centre de Copenhague, où on a gagné un concours pour faire cet espace public. On commence à construire maintenant en décembre. Et donc là, c'est à la fois du programme donc de piscine publique, mais aussi d'espace public simplement, relié à la ville, à la fois des cafés, des locaux de sport, des locaux qui permettent à l'association de kayak de partir de cet endroit-là. En fait. Et ça m'amène à une autre échelle, mais avec une intention similaire, qui est un projet que j'ai présenté à Rimini il y a de cela 2-3 ans. Et la raison pour laquelle je montre cette photo, c'est que le jour où j'ai présenté le projet donc à la ville de Rimini, à ses citoyens et à son maire, était le jour après que la Hollande et les Pays-Bas aient gagné contre l'Italie en foot. Ce qui a priori pose aucun problème, à part le fait que mon nom est complètement hollandais. Donc De Smet, c'est un nom hollandais. Je voulais les rassurer que je n'étais pas hollandais à la base. Et puis je veux aussi leur rappeler que malgré que je peux parler anglais, mon anglais reste francisé d'une certaine manière, mais que je n'étais pas français non plus. Donc que cet autre rapport historique contre l'Italie n'avait aucune raison d'être, parce que j'étais qu'un pauvre petit Belge. Et qui considérait principalement comme question cette question de Rimini. Parce que Rimini, si vous connaissez un peu cette ville, c'est une ville qui a dans le passé énormément de présence d'un point de vue touristique, mais qui est devenue un peu invisible, disons, ces dernières 10 années, et que le maire veut rajeunir ou veut transformer en une ville culturelle européenne. Et donc l'idée, c'était de refaire ce projet de waterfront, de bord de mer à Rimini. Et on a fini entre deux concurrents, c'était Jean Nouvel et nous. Et je pense que les résultats restent peu clairs. Je pense que le projet a disparu plus ou moins de l'agenda. Mais ce qui était intéressant, c'était cette question de justement transformer une ville qui a un passé touristique en une ville culturelle. Et donc la première question était celle de la division entre la ville construite, donc la ville des locaux, et puis la ville touristique, qui est une ville réelle, hein, qui a donc des bâtiments, toutes ces espèces de cabanons, des adresses, et qui est une ville qui est utilisée par des touristes par milliers, par centaines de milliers chaque été. Et donc l'idée était d'un peu de relier ces deux opposés, ces deux
question de la ville transversale, la ville longitudinale, en un projet. Et donc ce qu'on a proposé, c'est de passer outre les questions visuelles, donc de ramener l'eau à la ville en soi, en faisant un projet de parc ou d'espace public qui permette cette espèce de relation visuelle de manière transitionnelle, disons. Et on a pris comme référent Copacabana de Burle Marx, en transformant cette idée donc de parc longitudinal et transversal en même temps, et le rendant tridimensionnel à une autre échelle. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment étendu cette espèce de présence de l'ondulation de Burle Marx sur l'entièreté du site. Donc le projet s'est développé comme ceci. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il y a plein de programmes privés qui prennent place au sein d'un espace public. Donc tout ce qui est financé par le privé ici, donc ce qui sont vraiment les programmes publics de magasins, de restaurants, se déroule ou se positionne en rapport à un espace public complet. Donc si on prend la situation finale, elle est la suivante. C'est quand même 1,5 km de bord de mer. Et donc les espaces, disons l'espèce de centre commercial à ciel ouvert serait le suivant. Et donc c'est vraiment l'idée de combiner la question commerciale à la question sociale. Ça, c'est un hôtel qui est un hôtel de 400 chambres, de 9 étoiles, de 9 niveaux, qui est un hôtel qu'on peut réellement grimper, d'un point de vue de l'espace public, ce qui est assez exceptionnel. Enfin, je ne suis pas sûr que votre grand-mère puisse le grimper, mais en tout cas, c'est un espace accessible. Et donc, de ce projet-là, on est arrivé plus récemment à un projet de programme similaire et de contexte complètement différent, qui est celui de la Marina da Gloria à Rio. Donc, récemment, on a passé beaucoup de temps à Rio, comme évidemment, en 2016, les Jeux Olympiques, on commence à s'intéresser à cet endroit. On a été contacté par un client qui était un client assez exceptionnel, dans le sens où c'est un gars qui est la plus grande fortune brésilienne, mais qui se trouve être un businessman complètement incroyable et très, très difficile à gérer, qui s'appelle Ike Batista. Mais le projet qu'il nous a demandé de faire était un projet de centre de convention et de centre commercial dans cette espèce de nœud de programme culturel qui est le Marina da Gloria, où on est en relation avec à la fois le parc de Burle Marx de Flamengo, le musée d'art moderne de Rio qui est dessiné par Artigas, le monument de la Seconde Guerre mondiale, et puis d'un point de vue plus business, l'aéroport de Santos Dumont. Donc c'est un endroit un peu une espèce de conglomérat de conditions importantes sur Rio, qui en plus est directement lié au pain de sucre. Donc ça c'est le musée de Artigas. La plage donc de Copacabana qui se transforme en parc de Flamengo, donc de Burle Marx. Et donc si on prend le site en soi, qui est relativement désolé pour l'instant et un endroit assez dangereux d'un point de vue de la sécurité, on a une condition qui est celle d'une énorme marina qu'il faut développer, des conditions de protection des vagues et autres par rapport à cette marina, et puis un site où on doit agencer ou intercaler 40 000 m² de bâti sans avoir vraiment de possibilité de le faire
aucune hauteur, c'est-à-dire les règlements locaux, étant donné que c'est un parc de Boule-Marx, c'est un parc protégé mais inaccessible. Donc on doit tout faire en dessous de 2 niveaux. Donc l'idée a été de découper le programme et de l'étendre autant que possible sur le site et de réaliser des espèces de connexions ou de rapports urbains qui soient propices pour nous, par exemple ceux à la ville, donc je reviens ici, la ville à gauche et en bas au parc de Flamengo. Et puis prendre un risque et de développer un projet sur 3 niveaux du côté de l'eau et de proposer quelque chose qui soit plus un signe, mais en même temps intégré au projet. Donc qu'il soit vraiment quelque chose qui ait des vues. Donc si on prend le développement du projet, donc en rouge on a tout ce qui est shopping et restaurant, et en jaune on a tout ce qui est centre de convention, et en vert on a la salle principale de convention. Et donc ce projet est dédié aux Jeux Olympiques aussi, donc il faut qu'il fonctionne pour les Jeux Olympiques. C'est l'endroit où, par exemple, toute la frégate, la compétition de voile se passera. Donc, il faut que ce soit apte à ça, ce qui génère un tout autre programme aussi, une toute autre demande. Ça, c'est la vue en plan. Donc, l'idée est de presque faire quelque chose d'invisible, mais qui permette à ce centre de convention de prendre une assise, de prendre une espèce de position dans le site et de fonctionner avec un minimum d'impact. Donc ça, c'est la version finale du projet. Les situations en plan, le long de l'eau. Dans son contexte. Et donc on a récemment perdu ce projet contre Indio da Costa, qui est un peu le local brésilien, qui était invité aussi sur le projet. C'est intéressant de savoir que, par exemple, la famille d'Indio da Costa est aussi la famille qui a fait le deal financier pour que le client ait la concession du site. Donc, toutes ces choses-là sont très bien gérées localement. Ça m'amène à des projets plus disons, volumétriques. Ici à Beyrouth, par exemple, pour un centre d'art, un centre qui se situe vraiment dans le Central District de Beyrouth, qui est un endroit intéressant dans le sens où, pour l'instant, c'est un site, un contexte qui est très peu exploré, mais qui va devenir probablement espèce de marais de Beyrouth, disons, où beaucoup de programmes culturels vont se situer. Et la demande était de faire justement un programme culturel qui soit d'ordre public, donc qui ait une intention et une vision qui fasse interagir la création de l'art et l'espace public. Parce qu'apparemment, à Beyrouth, il y a une certaine présence de création artistique qui a un rapport avec l'espace public, performances théâtrales et autres. Et donc, comment gérer ce site qui est un peu à cheval entre le centre officiel et les quartiers environnants? D'abord, on a regardé les conditions vraiment les PLU locaux, disons, et on a réalisé qu'on pouvait inclure dans le volume demandé un cube. Comme on connaît peu l'endroit, l'idée d'un cube, ça nous intéresse puisque c'est une espèce de formule classique et presque mathématique sur l'idée de combiner des programmes. En plus, on s'est rendu compte qu'en combinant tous ces programmes dans le cube, on avait encore de l'espace pour des vides. Et comme le programme, le concept du client nous demandait d'interagir dans le vide, donc dans l'espace public, on s'est dit qu'on va réorganiser ces programmes dans une organisation qui permet d'avoir 3 vides principaux, qui sont des vides liés immédiatement à l'espace urbain et qui sont des vides qui permettent en fait à l'espace urbain de devenir une partie intégrante du bâtiment. Donc ces vides sont reliés
évidemment aux conditions de site, donc à l'arrière directement sur l'espèce de périphérique de la ville, à l'avant en signe d'entrée du bâtiment, et puis au-dessus en espèce de belvédère qui a une vue sur toute la ville. Donc l'idée était de combiner ces espaces avec les espaces intérieurs, d'avoir une idée de circulation du bâtiment qui soit à la fois donc intérieur, mais qui soit aussi chaque fois en relation avec ces espaces extérieurs, donc qui soit inévitable. Puisqu'à Beyrouth, on peut se permettre tout le long de l'année d'aller dans tous les espaces extérieurs possibles d'un bâtiment, tant qu'on arrive au bout de 5 minutes à rentrer dans un espace d'air conditionné. Donc voilà les 3 espaces. Et donc l'idée est d'avoir ces espaces qui soient extrêmement vivants et offerts à la ville, donc offerts aux créateurs de la ville. En plan, c'est extrêmement banal, c'est vraiment un carré complètement anonyme. Par contre, en coupe, c'est presque comme un espèce de Pac-Man culturel qui cherche à prendre position par rapport à ce qui peut se faire. Donc ça, c'est la vue depuis l'autoroute, dans le belvédère, depuis l'espace intérieur, qui est relativement anonyme, c'est juste un espace de transfert, donc on passe là pour aller d'un programme à un autre. Et là, on est dans les différents programmes culturels, donc ça c'est la salle de concert. Et si on prend la coupe, on voit tous les espaces qui se chevauchent depuis le bas, donc le lobby ouvert sur la ville, le cinéma, un espace ouvert de nouveau sur l'extérieur, enfin l'arrière de la ville qui est un espace culturel, une zone d'exposition, le belvédère et puis l'espace de salle de concert. Et de là, je présentais un projet qui est intéressant parce que c'est un projet inhabituel, enfin pour moi et je crois pour la plupart des architectes, c'est de collaborer sur un projet unique, c'est-à-dire au lieu de faire un espèce de groupement d'architectes pour créer une logique ou une stratégie urbaine, on a décidé entre 4 architectes, l'un français c'était Louis Paillard, un Hollandais donc Bjarne Mastenbroek de Search, et un groupement de Aarhus, ça se passe à Aarhus ici, au Danemark, qui est Sebra, et nous-mêmes, de faire un bâtiment unique en fait, une espèce de système de logement qui soit unique. L'idée étant qu'on se situe dans un contexte ouvert sur l'eau, mais qui se doit d'être, d'un point de vue urbanistique, un bloc fermé. Ce qui ne nous intéressait pas du tout, puisque le bloc fermé signifie que la moitié du projet n'a aucune relation à l'eau, n'a aucune relation au projet urbain potentiel. Et donc, on a commencé par développer un projet qui soit agencé d'une manière presque, comment dire, en relation à Barceloneta, donc ces espèces de rues plus étroites, plus hautes, qui nous permettent de travailler donc la masse de manière complètement différente. Ici, on a décidé, pour des raisons d'ensoleillement, de l'agencer de cette manière-là. Et puis d'aller en fait à l'encontre des règlements et de dire qu'on va faire une masse qui soit qui va au-delà des hauteurs, des gabarits autorisés. Et donc on a proposé des gabarits qui soient plus hauts. La raison pour laquelle on l'a fait, c'est que cela nous permettait d'avoir des vues pénétrantes, donc depuis l'arrière du site, donc nos voisins, et même pour nous-mêmes, d'avoir des vues pénétrantes vers l'eau, donc vers l'espèce de destination visuelle du projet. Et en proposant ça, on a fini par gagner le concours. Donc c'était un concours, un PPP, donc en relation projet d'architecte, projet de promoteur. Et on a fini par gagner ce projet-ci. Donc c'est ici 25 000 m² donc de bâti dans des configurations différentes, mais qui suivent relativement bien des programmes donc, de logement homogène au Danemark.
Et la raison pour laquelle ça m'intéressait de le présenter, c'est parce que la semaine prochaine, on commence la construction de ce projet, qui a quand même été un espèce de projet important pour nous, dans le sens où il a été gagné juste avant le début de la crise, et il a été en arrêt complet pendant la durée de la crise, jusqu'à il y a 6 mois, et le projet a été arrêté complètement. Et maintenant, il a repris il y a 6 mois. On a dû dessiner le projet en 2 fois moins de temps que ce qui était à la base alloué, pour pouvoir justement commencer la construction maintenant. Donc c'est un projet qui allie, enfin c'est un programme unique, donc c'est uniquement du logement. C'est du logement divers dans le sens où c'est à la fois de l'acquisition et du logement social, ce qui est aussi une construction inhabituelle, je pense, dans le centre de l'Europe, où là-bas au Danemark, des promoteurs sociaux, donc qui font du logement social lié à la ville, et les promoteurs privés se mettent ensemble pour faire des projets de ce type. Et donc voilà, le projet prend forme et il commence le 1er décembre, donc première pierre posée. Ce qui m'amène à un projet presque de l'opposé d'un point de vue donc concept, qui est un projet presque de fiction. Ça a commencé comme une commande pour 6 millions de mètres carrés, ce qui est une commande immédiatement absurde, où en plus on nous demandait de faire un bâtiment de 666 mètres de haut, et puis après un petit bout de temps c'était 888 mètres, et en fait à terme c'était 1111 mètres. Donc c'était c'était une commande en Chine. Il fallait que ce soit feng shui, ce qui n'est pas un truc dont on a l'habitude en Europe, en tout cas. Et donc c'était vraiment un projet local de Shenzhen, très conscient des problématiques locales, et en même temps et d'emblée complètement fluide, dans le sens où on n'avait aucune relation immédiate avec à la fois le commanditaire et la ville. Malgré tout, on a fait une étude. On a réalisé que sur les 25-30 dernières années, il y a eu très très peu d'intérêt pour l'espace public dans cette zone de la Chine. Par contre, la ville s'est développée énormément, donc de cette image où le rouge représente l'urbanisme, enfin l'urbanité locale, jusqu'à celle-ci, il y a uniquement 20 ans d'écart. Donc c'est vraiment un espace qui s'est développé à l'encontre de l'espace vide. Et toutes les questions de nature, par exemple ces idées de montagnes chinoises, ont été dilapidées. Et l'idée même d'urbanisme tridimensionnel à la Hong Kong, comme cette photo le démontre, a aussi été annihilée complètement. Et donc ça, c'est une photo de l'espace dont on parle, où il y a vraiment très très peu de nature qui subsiste. Et donc c'est un espace qui était à mes yeux problématique, et dont on devait proposer une alternative qui pouvait peut-être être un nouveau Hong Kong, dans l'idée que Shenzhen est l'extension d'Hong Kong. Est-ce qu'on peut appliquer des méthodes urbanistes d'Hong Kong à Shenzhen? Et donc le site qu'on nous a demandé de traiter était le suivant. Et une des idées qu'on a eues, c'était de faire une espèce de ville verticale, donc, puisque le site était relativement petit, le programme relativement grand, de faire une ville verticale qui combine tous ces programmes demandés, ce qu'ils appelaient une logistic city, à la fois tous les programmes qui sont présents dans une ville donnée, qui sont tous les programmes publics. Donc cette idée, concept de base, était fait de papier. Et donc c'est de combiner les vides avec les pleins, d'avoir une espèce d'agencement des vides et des pleins qui permettent de gérer cette mixité. Et donc si on prend un plan type du projet, en rose c'est tous les programmes de logement qui sont vers l'extérieur, en bleu c'est tous les programmes d'ordre commercial, donc magasins, bureaux. Il faut bien se rappeler qu'on est dans un contexte chinois, donc
il y a une certaine question d'efficacité qui est demandée. Donc, par exemple, l'idée de vivre à la fois dans l'espace dans lequel on travaille, c'est pas un truc qu'on questionne trop. Après, il faut gérer cette imbrication de programmes pour qu'elle soit intéressante, d'un point de vue du vécu, de l'espace public. Donc, l'idée ici était de mettre donc, tous les espaces de vie à l'extérieur, avec des terrasses, avec des qualités de vie différentes, et puis des espaces de commerce à l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est quand on enlève le bâti et qu'on regarde juste la ville, on a cette espèce de colonne de mise 20 euros qui est l'espace du parc, qui est l'espace à définir, donc l'espace qui n'est pas vraiment dessiné d'un point de vue programmatique, mais sur lequel on devrait intervenir. Et donc ça, c'est un des aspects du projet qui n'a pas été développé, par exemple, ou qui n'a pas été développé complètement, puisqu'on a estimé que c'était un espace ouvert qui nous permettrait d'interagir par après. Donc si on prend le projet en coupe, vous retrouvez le bleu, le rose, et puis en orange, vous avez les espaces plus introvertis du programme, qui sont les espaces publics. Donc les vues dans le contexte. Les quartiers urbains, donc ça c'est vraiment les espaces où tous les programmes se retrouvent. Et donc, ce que vous avez directement face à vous, c'est les programmes publics, commerciaux. Voilà. Donc c'est un projet qui est complètement dingo, évidemment, mais qui était une commande sérieuse, qui a été un peu ralentie, ou pour ne pas dire complètement arrêtée par la crise, mais qui se situe dans son contexte comme ceci, ou comme ceci, et qui a été présenté à la Biennale de Hong Kong, de Shenzhen Hong Kong. C'est une biennale cumulée comme telle, et en fait où cette maquette donc, que vous voyez ici a été volée le jour de la présentation, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui est venu et qui a pris la maquette et qui s'est cassé. Donc juste la tour, hein, parce que la tour c'était au millième, donc c'était 1m11. Il a pris la tour, bon c'est en mousse, donc c'est moins d'1 kilo. Je plaisantais avec cette situation un peu bizarre, parce qu'on ne savait pas si elle était volée ou si elle avait été trashée par les employés du coin. Enfin, bon, bref, on ne l'a jamais retrouvée. Et on en parlait avec le curateur de la Biennale, qui est aussi le dean, donc le directeur de l'école de USC à Los Angeles, qui m'avait invité pour montrer ce projet. Et je plaisanterais avec lui que le projet a probablement été volé dans le but de le multiplier localement. Ce qui, forcément, c'est pas passé encore jusqu'à maintenant. Mais ça ne lui a pas du tout plu. Et donc, dans les 2 semaines suivantes, on a en fait reçu une maquette au bureau, qui était une maquette en plexi, donc qui allait de 1 kg à... Enfin, de la maquette qu'on avait à la base, qui faisait 1 kg, qui est très efficace, à une maquette de 100 kg. Donc, impossible de la bouger, on l'a encore au bureau, elle ne va pas bouger de là, elle est implantée. Je crois qu'on ne va même pas la prendre si on doit bouger de locaux, c'est impossible. Et donc ça m'amène à un projet un peu plus réaliste, mais tout aussi fantaisiste ou intéressé d'un point de vue de combinaison des questions de l'espace public et de l'espace privatif. C'est un projet pour le centre de Bratislava, où un promoteur nous a demandé de repenser le centre urbain de ce site en relation à un espace existant qui est cette vieille power plant, c'est une vieille usine. Et donc l'idée était d'amener 120 000 m² de mixité bureau, logement dans cet espace. Et on est à Bratislava, il y a énormément de règlements de comment faire du bâti local. Et donc on a en gros dû faire des tours
5 tours. On a décidé au départ de les tourner pour qu'elle n'ait pas une espèce de nord-sud conditions, mais qu'elle ait plutôt des conditions mixtes qui nous permettent de traiter les différents programmes, donc bureau et logement. Et un des trucs qu'on a commencé à proposer aux clients, c'était que l'impact de l'ombrage de nos tours sur l'environnement était ingérable. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas mettre des tours de cette taille-là localement sans les traiter et sans les manipuler. Et donc on a commencé à vraiment discuter avec ces promoteurs donc qui veulent majoritairement un profit. On a commencé à traiter la question de l'impact justement sur les voisins et de développer cette idée que à la base tout ce qui a des vues incroyables sur le site, sur la ville est du mètre carré à profit énorme. Tout ce qui n'a pas cette condition est problématique. Et donc forcément, il faut proposer quelque chose d'autre comme qualité donc d'un point de vue local. Et ce qu'on a proposé, c'était de travailler sur des jardins, d'amener le bâti à une condition donc proéminente de vue avec d'autres types de programmes comme ceux par exemple des commerces et des logements directement en relation avec des jardins privés. Donc on a développé ça de manière à expliquer que c'était aussi donc flexible, on puisse traiter la question d'ensoleillement localement. Et puis on a fini par un projet relativement mixte et encore jusqu'à récemment en travail pour le transformer jusqu'à cette espèce de première esquisse développée et celle-ci qui est venue par après. Ce qui s'est passé, c'est que on est arrivé au départ, première phase, c'était 16 concurrents. Deuxième phase, c'était 9 concurrents. Et puis, dernière phase, c'était 2 concurrents. Et c'était nous et donc Zaha. Et c'est malheureusement Zaha qui a gagné le projet. Je ne vais pas vous montrer le projet avec lequel elle a gagné parce que j'ai pas envie de générer du du vomi sur les chaises, mais bon, c'est quelque chose, enfin, c'est visible, donc vous pouvez le voir. C'est vraiment pas un très très beau projet, mais non, mais je pense que un bureau comme ça, enfin, on sait bien que ils font un peu de tout, quoi. Malheureusement pour la ville de Bratislava sur ce projet-là, c'est pas le projet qui a été le plus intéressant pour eux qui a gagné. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand même l'idée d'image de marque, l'idée de présentation commerciale de la ville, une ville donc de l'Europe de l'Est, par rapport à sa représentation internationale est super importante. Donc l'idée de dire on a un Zaha dans notre ville, c'est quand même quelque chose de super important. Veut dire qu'on le subisse, bon voilà, ça arrive, quoi. Mais c'est intéressant de voir ce que ça génère par après. Il faudrait voir si ça génère quelque chose d'intéressant. Ce qui m'amène à un autre sujet où Zaha a été cette fois-ci d'une aide incommensurable. C'était celui du tremplin sur ski à Oslo, où dès qu'on a gagné le projet, on a été décrié par la critique comme non experte donc sur la question du sur à ski, ce qui est tout à fait vrai parce qu'on n'y connaît rien. D'ailleurs, la preuve étant qu'on n'a aucun skieur belge qui ait une connaissance quelconque sur le sur à ski. Et donc la question était de savoir comment est-ce que Zaha a fait, puisque elle a quand même c'est une des seules, enfin la seule architecte à ce moment-là qui avait fait un tremplin intéressant. Et donc la question était quelle était la formule à remplir pour y arriver, puisque elle est irakienne, elle a un bureau en Angleterre, c'est pas exactement des nations super
pro saut à ski. Et donc la question était de savoir comment ça avait été possible. Et forcément, ce qui nous intéressait dans cette discussion, c'était de revenir sur les questions locales, parce qu'on est aussi politiquement intéressé, et d'expliquer que le projet donc, de Oslo, c'était vraiment un projet de branding et de politique, puisque à la fin de la journée, le tremplin d'Oslo, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voyez rien là? Ah, vous voyez mieux là. Donc c'est leur tour Eiffel local. Et c'est vraiment le cas. Hein. C'est pas, enfin, moi j'en ai fait une blague, mais c'est vraiment pas une blague. C'est leur tour Eiffel local. Tout le monde voit le tremplin comme l'emblème de la Norvège. Et donc, de revenir un peu sur les questions programmatiques et de regarder la problématique du tremplin en soi. En fait, on a très peu de mouvements dans la conception du tremplin. D'abord, on a une pente idéale qui a été gérée par la fédération de ski, donc on ne peut pas exactement changer ça. En plus, on a une demande locale qui est faite donc par les ingénieurs locaux de protection contre les vents, puisqu'il y a énormément de vent sur Holmenkollen. La particularité de Holmenkollen, c'est que c'est un endroit qui est complètement ouvert. Donc il n'y a pas de protection de la montagne ou quoi que ce soit, c'est complètement ouvert aux intempéries. Donc l'idée de base a été de combiner ces deux formes en une forme et d'arriver à simplifier un peu toute la problématique de la forme du ski jump sur une seule forme, et puis de renforcer ça dans l'idée d'amener tous les programmes locaux, tous les programmes de sites en une base qui permettent de retenir le tremplin en porte-à-faux. Et puis d'arriver à intercaler heureusement qu'on avait fait le bâtiment au Danemark de logement, puisqu'on savait ce que ça coûtait et comment on pouvait faire un ascenseur dans le diagonal. Et puis d'additionner tout à ça, la petite cerise sur le gâteau, c'est d'avoir un espace public au-dessus du projet en soi. Et donc l'idée étant de venir apporter cette espèce de critique sur la question de l'icône norvégienne, et de dire que ce qui nous intéresse énormément, c'est de mettre la ville de Oslo comme icône en soi. Donc d'avoir les vues sur Oslo comme étant les vues ou l'aspect du projet qui attire l'audience. Et donc de mettre en exergue cette espèce d'espace vide, d'espace ouvert pour la ville et pour les gens d'Oslo. Donc ça, c'est les vues du concours. Un petit peu après, retour au concours. Des propositions qui étaient vraiment de base, de concept. C'est une arène de 50 000 personnes, donc c'est aussi une arène pour le championnat du monde 2011 qui vient ici en février. Et ça, c'est le projet qu'on a finalement fini par réaliser, qui contient un nombre d'éléments. Bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais il y a un espace qui nous intéresse. Parce que c'est assez amusant, c'est l'espace en fait du roi. Donc il y a une loge royale dans tout ce truc qui est arrivé comme un espace complètement inattendu où il fallait s'occuper tout d'un coup du roi de la Norvège. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi j'ai de moins en moins de relations avec les questions de royauté, et donc c'était un peu surprenant. Donc j'ai commencé à m'amuser et à dire que la royauté invitait leurs amis aux événements. Et voilà. Et donc, on a commencé la construction du projet. Là, je monte déjà bien en cours, donc c'est presque vers la fin où on commence à assembler les derniers morceaux. C'est très, comment dire, rudimentaire. Donc il y a un gars qui fume sa clope, qui tient le câble, qui positionne la dernière pièce du projet, mais qui ne regarde même pas. Après, à un moment, il est un peu plus concentré quand même. Donc petit à petit, on arrive au moment de la jonction, qui est celui-ci.
pendant des mois, on a gardé la grue qui retient la dernière partie pour des raisons techniques. On n'était pas sûr que ça tienne. Enfin, on était sûr, mais bon, il fallait quand même l'assurer. Et à ce moment-là, encore dans cette situation, il y a des gens qui ont commencé à utiliser en fait la piste. C'est assez marrant, c'est que localement, de faire du ski, c'est complètement normal. Enfin, c'est un truc quotidien. Les gars vont, avant d'aller au boulot, ils vont faire des descentes de ski et puis ils vont. C'est un peu comme il y en a qui font de la gym, d'autres font du ski. Et à Oslo, les gens font du ski. Et donc, il y a pas mal de gens qui ont commencé à essayer d'intervenir dans la piste avant qu'elle soit finie. Il y en a qui ont réussi. Ça, c'est la situation un peu plus tard. Et puis, il y a un moment, avant qu'on ouvre de nouveau, il y a des gars qui sont venus et qui ont grimpé la structure entière, quand elle était encore complètement fermée, et ont réussi à arriver au sommet et à faire du base jumping. Donc, ils ont commencé à sauter en parachute. C'était assez impressionnant. Enfin, effrayant avant et puis impressionnant après. Et le dernier événement qu'on a eu, c'était le fait que la municipalité a décidé de donner le premier saut à ski à Annette Sehn, cette personne, donc cette skieuse, un peu comme prise de position politique et pseudo-féministe sur l'idée d'avoir une skieuse au lieu d'un skieur qui saute en premier notre tremplin. Ce qui est amusant, c'est que le jour d'avant, donc ce gars-là, qui est l'héros local de ski, en fait a sauté le tremplin sans aucun accord, à part celui de la fédération de ski comme support illégal au truc. Et ça a été assez loin dans les critiques forcément publiques, où le gars a fini par pleurer à la télé pour demander pardon ultime d'avoir fait un sacrilège, un tel sacrilège. Bon, voilà, c'est pour vous dire un peu l'idée de l'ampleur du ski, enfin du saut à ski localement. Voilà. Et donc, par contre, quand on a fait le test du championnat il y a presque un an, parce qu'on a besoin d'un test dans le sens où c'est un endroit où il y a énormément de presse qui va devoir être présente. Donc il y a plus de 2000 journalistes et il fallait faire un test pour voir si toutes ces questions de logistique fonctionnaient. Donc il y a eu un championnat, un faux championnat disons. Et vous pouvez voir qu'il y a énormément de Polonais dans le coin. En fait, tous ces chapeaux blanc-rouge, c'est des Polonais. C'est pas les Norvégiens. Et ça vient du fait qu'ils ont un skieur qu'ils appellent le magicien, qui est un des plus grands skieurs mondiaux qui vient de Pologne. Et évidemment, il y a plein de femmes de ménage, de constructeurs, machin, ce que vous voulez, qui sont polonais en Norvège. Sinon, voilà l'espace tel qu'il va être présenté. En février, on a le championnat réel, le championnat du monde. Et voilà le bâtiment tel qu'il a été photographié sur le dernier, cet hiver. Et il y a quelqu'un qui est venu après une présentation et qui m'a dit que le tremplin avait l'air d'un tremplin pour Dieu. Enfin, ça sonnait mieux en anglais. Ski Jump for God. Et donc j'ai fait un peu des recherches, j'ai rien trouvé pour Dieu, mais j'ai trouvé Adam, qui avait l'air pas mal. Et donc je finis par cette image souvent. Et puis par le fait que cette année, c'est peut-être Francis, un des premiers à le savoir aussi, c'est qu'on a été nominé pour le Miss Van der Rohe, donc 2011, avec ce projet-là. Donc on va voir où ça va, quoi. Merci.